Bon, je vous avais prévenu en décembre, enfin début janvier. Je vous avais dit que le rattrapage de janvier il serait beaucoup plus conséquent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le soit autant, mais voilà, il y avait pas mal de films à rattraper, il y avait des films de l'année dernière, il y a aussi des films de début d'année, vous allez voir. Donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de tout de suite plonger dans les nombreux films que j'ai rattrapés durant ce mois de janvier 2025. Celui-là, il vient de loin, hein, mais c'est un rattrapage que j'avais très envie de faire. Parce qu'un très bon ami me l'a conseillé, mais surtout parce qu'un youtubeur américain que j'apprécie énormément l'a mis premier de son top de l'année dernière. Et donc, à partir de là, il ne m'en fallait pas beaucoup plus pour avoir très envie de découvrir ce qui semblait être une sacrée petite perle. Au bout du compte, Hundreds of Beavers est un pur coup de génie de la part de Mike Cheslick, l'auteur américain nous offrant un moment de cinéma tout simplement jubilatoire, une œuvre décalée et folle qui demande tout de même aux spectateurs d'adhérer à un tel projet, puisque du noir et blanc, de l'humour de cartoon et une esthétique un peu faite maison, tout cela reste un parti pris audacieux, mais terriblement intense et génial qui donne lieu à un moment de cinéma rare, voire même assez fou. Le tout sublimé par le co-scénariste et acteur principal du métrage, Ryland Brixton Cole-Tooze, qui délivre ici une prestation tout simplement renversante, physique et touchante à la fois, qui donne un véritable cachet à ce moment de cinéma complètement atypique. C'est une œuvre complètement folle que je vous conseille très fortement de rattraper. Bon là, par contre on revient sur du français, un poil poussif. Dans le genre, ce type de long métrage sonne comme terriblement banal, voire même comme assez excessif dans sa catégorie, puisque franchement, à part la présence de Le Caplin au casting, qui pourrait donner l'impression que le film va chercher une petite dose de fraîcheur, tout sonne comme surfait et comme convenu. Au final, Jamais sans mon psy d'Arnaud Lemort est exactement ce qu'il promet d'être. Soit un long moment poussif et pas du tout subtil, où l'on sent que le cinéaste français ne cherche même pas à donner lieu à quelque chose de plus que simplement une vague idée de comédie qui se tire sur une longueur ahurissante d'ennui et qui surtout fonctionne encore et toujours sur les mêmes ressorts, donnant lieu à un moment de cinéma dont on n'a qu'une seule hâte, c'est d'en voir le bout. Après, Le Caplin et Clavier jouent un peu des rôles faciles pour eux, le premier exploitant totalement la même identité que ses spectacles scènes, et le deuxième optant pour une interprétation qui ressemble clairement à tous les protagonistes qu'ils jouent depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Tout cela au cœur d'un film bien lourdingue, et jamais vraiment passionnant en plus. Certains récits intriguent par leur aspect historique. Tout simplement parce qu'au fil des années, au fil des explorations et au fil des auteurs, le cinéma aime remettre en avant de grandes figures, parfois oubliées ou simplement laissées de côté de notre histoire, pour leur redonner une place importante au sein de l'imaginaire collectif et donner envie aux spectateurs de s'intéresser à leur parcours. Le très prolifique Tyler Perry nous offre avec Messagères de guerre une œuvre très classique dans sa peinture d'un conflit que l'on connaît bien, tant il passionne le cinéma, mais dont il est intéressant de voir que même avec le temps, même avec les différents auteurs et même avec les nombreuses générations de regards, on peut encore découvrir des passages plus ou moins connus du grand public, le temps d'un film un poil convenu dans sa peinture des rapports homme-femme, mais qui, quand on connaît le metteur en scène américain, ne surprend pas, celui-ci étant un grand spécialiste de ce type de thématique. Le film valant surtout le coup d'œil pour les performances folles du casting et Bonnie Obsidian en tête d'affiche, magnifiquement secondée par l'excellente Kerry Washington, toujours aussi juste dans une performance délicate et terriblement impactante. Un récit de guerre classique donc, mais, il faut le reconnaître, assez efficace. Là pour le coup, au sein du cinéma français, on est clairement dans de l'originalité pure. Car on ne va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de comédies musicales françaises, ou en tout cas beaucoup moins qu'à une certaine époque où clairement on avait la sensation que pas mal d'auteurs aimaient ce genre et cherchaient quelque chose de plus que simplement divertir les spectateurs. Diastème nous offre un moment terriblement délicieux avec ce Joli Joli, véritable hommage à toute une certaine idée du cinéma que pouvaient se faire des demi ou des lelouches à une certaine époque, prouvant déjà l'aisance du réalisateur à se mêler à différentes facettes et possibilités du 7e art, offrant une comédie musicale particulièrement délicieuse à regarder et encore plus à écouter, Alex Baupin ayant réussi à composer un ensemble de chansons qui se complètent à merveille et que le metteur en scène français met particulièrement bien en relief avec un jeu de lumière et de cadrage constamment inspiré, même si par moments on sent que le film est un peu long. Après, ce casting est étincelant, avec des gueules de cinéma qui chantent à merveille, dont ressortent surtout celles de Clara Luciani, très juste dans son premier grand rôle de cinéma, et encore une fois, William Lebguil, juste excellent dans le rôle du romancier devenant scénariste, pour un moment d'émotion qu'il complète à merveille. Une délicieuse proposition de cinéma qui fonctionne particulièrement bien. Parfois, la douceur est un remède merveilleux.
Un remède face à beaucoup de choses, mais surtout un splendide remède face à la monotonie d'un cinéma qui peut parfois sonner comme un poil froid, un poil distant, un poil trop convenu dans son exécution, mais qui résonne tout de même comme une belle évocation du monde et de nos semblables. Hiroshi Okuyama nous offre une véritable douceur ici, incomplète et parfois très maladroite, notamment dans l'acheminement de certaines de ses thématiques, et dans la logique avec laquelle le cinéaste veut construire ses protagonistes, mais qui touche par la sensibilité d'un œil d'auteur assez atypique au sein du cinéma japonais, permettant à cette œuvre de sonner comme fraîche, comme touchante, comme attachante, et profondément sincère quant à la condition de ses personnages et de son délicieux voyage initiatique. Qui plus est, le film doit beaucoup aux deux jeunes et excellents Keitatsu Koshiyama et Kihara Nakanishi, les deux étant tout simplement merveilleux, portés par l'interprétation splendide de Sosuke Ikematsu, divin dans un rôle de mentor fort et impactant. Un doux film, peu subtil certes, mais terriblement touchant. Parfois, j'ai souvent eu l'occasion de l'évoquer, une idée n'est pas suffisante pour tenir un film de son début à sa fin. Je l'ai dit souvent et je ne cesse de le répéter, mais au-delà de cette idée de pitch, de ce concept, de cette forme ou même de cette innovation, si on ne cherche pas simplement à faire tenir un film sur quelque chose de plus qu'une simple surface, on se retrouve rapidement devant un moment de cinéma sans profondeur, sans surprise et sans réel impact. Moussafir et Offenstein voulaient certainement faire de Les Cadeaux une comédie bien déjantée et allumée, et dans son genre, c'est peut-être la meilleure proposition de Noël à la française que l'on ait eue cette année. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a plus qu'une idée sympa, avec 2 ou 3 vannes vraiment bien senties, et le reste du temps, une sensation de déjà vu, déjà connu, déjà rigolé, qui fait que l'on trouve le temps un peu long devant une comédie qui divertit, mais que l'on aura vite oublié à la sortie de la salle malheureusement pour elle. Et même si le casting est sympathique, notamment une Camille Lelouch qui s'amuse vraiment, cela se ressent, et une Vanessa Guide qui joue à merveille la chanteuse Potige et Bébête, on sent que le reste du casting est un peu perdu devant tout cela, sans grand chose à nous donner. C'est beaucoup trop long pour ce que le film a à nous offrir. On ne peut pas toujours espérer être surpris par tout, malheureusement. Disons que sur le papier, certains films semblent vouloir se poser devant nous comme des objets de cinéma prenant des risques, cherchant à être étonnants même sur certains aspects, mais avant tout sonnant comme des œuvres prenantes avec un pitch accrocheur et des acteurs se donnant à fond pour leur rôle. Juan Carlos Medina avait certainement cela en tête avec le remake qui se pose ici sous la forme de 6 jours, une œuvre qui n'a de son aîné que la citation au début du générique, tant on sent que le metteur en scène espagnol n'a pas voulu prendre tant que cela de risques, le film qui se pose devant nous sonnant comme assez juste par moments, mais également comme un peu trop linéaire par rapport aux nombreuses facilités de composition que l'on ressent dans l'avancée des personnages, même si l'ambiance globale du film et le ton assez noir de la proposition donnent un cachet évident à cette œuvre. Et puis, même si on sent que Sami Bouajila se donne à fond pour le rôle et fonctionne assez bien, on sent également de la part du casting secondaire une impression de laisser aller, notamment chez Julie Gaillet qui ne semble livrer que le strict minimum. C'est pas fou, mais ça reste tout de même intéressant et prenant. Quel plaisir parfois de retrouver certains personnages. Que ce soit simplement parce que l'on garde un souvenir particulier de leur dernière aventure, ou que ce soit parce qu'ils ont marqué de façon profonde une partie de notre vie, ou qu'ils ont su être, à un instant donné, les meilleurs personnages possibles et imaginables pour accompagner notre enfance. Park et Crossingham redonnent vie à Wallace et Gromit, le temps de cette palme de la vengeance, qui s'avère être un pur plaisir pour les amateurs de ces deux personnages iconiques du monde de l'animation, qui redeviennent ici, le temps d'une aventure plus classique que leur dernière sur les écrans, de grands protagonistes de cinéma, pour une épopée parvenant par son antagoniste et la forme de son récit à toucher du bout du doigt la grandeur de l'époque d'Hardman, même si on sent que depuis qu'il travaille pour Netflix, celui-ci est devenu plus convenu dans son approche de ces grands personnages du cinéma animé. Reste qu'il est une nouvelle fois plaisant de retrouver Ben Whitehead dans le rôle de Wallace, l'acteur touchant à nouveau avec grâce et justesse le côté candide et souvent décalé d'un personnage tout simplement unique au sein du cinéma. Un pur bonheur, même si cela reste classique dans le fond. Construire un film autour d'une certaine idée du cinéma. Vous avez 2 heures. Sous cette phrase un peu étrange se cache une certaine manière de construire et de développer ce qui pourrait sonner comme une œuvre expérimentale, un objet de cinéma qui jouerait avec certains codes, qui emmènerait une certaine logique créative pour donner lieu à un objet surprenant ou déstabilisant.
Jazanke a souhaité cela avec son Les Feux Sauvages, sorte de mélange hybride d'un précédent travail de réalisation et de recherche qui manque ici de profondeur, le metteur en scène chinois se perdant dans un film qui pêche par une narration proche de l'absence, par une envie de vouloir parler de la Chine de manière générale, au travers de son histoire, mais par le biais de personnages souvent anecdotiques ou proches du vide. Et même si on sent tout de même que le cinéaste a envie de passionner par l'envergure de son récit et par l'envie de sublimer chacun de ses cadres, au cœur d'un instant qui pourrait être poétique ou simplement humain, comme ce dernier segment, malgré tout, on sent qu'il manque le coche. Après, il est indéniable que la présence de la compagne du réalisateur Zhao Tao donne énormément de puissance à ce récit. L'actrice brillant par une interprétation délicate, émouvante, touchante même, et symbole d'une œuvre où elle ressort comme l'une des rares véritables forces. Un film raté, ça c'est sûr, mais qui reste par moments très intéressant. L'amour, qui passionne encore et toujours. Disons que souvent, au cinéma en tout cas, l'amour sonne comme quelque chose de très classique, de très convenu, qui demande de la part d'un cinéaste une certaine vision ou logique créative pour ne pas tomber dans une forme de facilité et de banalité de la romance à l'écran, pouvant sonner comme sirupeux et facile. Agnès de Sacy a décidé, au travers de La fille d'un grand amour, de nous raconter une aventure humaine touchante, simple, facile même par instant, assez émouvante tout de même dans son approche d'un romantisme autour de deux anciens amants, pour une œuvre très personnelle pour la cinéaste, peut-être un peu trop d'ailleurs, ce qui l'empêche de prendre un certain recul quant à ce qu'elle veut raconter, mais qui donne tout de même lieu à un moment de cinéma qui touche par sa sensibilité, par sa finesse et par la justesse de sa peinture de l'amour. Justesse qui gagne en impact par la présence charismatique et surprenante de François Damiens en tête d'affiche et d'une Isabelle Carré toujours aussi touchante dans un rôle pas si surprenant que cela pour elle, mais qu'elle maîtrise avec une vraie pureté. Ce n'est pas nouveau, mais c'est plutôt maîtrisé par son auteur. Oulala, là dans le genre, on tient du croustillant. Je ne vais pas encore une fois vous raconter à quel point j'ai du mal avec certains de ces cinéastes qui pensent avoir une bonne idée et qui l'exploitent mal, mais on sent que parfois certains auteurs n'ont pas envie de chercher à être plus créatifs que cela et se contentent un peu d'avancer en roue libre sans prendre le temps de se demander ce qu'ils font. David Charon n'a clairement pas réfléchi avec ce Jardinier qui devient clairement l'une des plus mauvaises propositions d'action du cinéma français depuis un bon moment, le cinéaste ne réussissant même pas son simple pari de comédie rocambolesque, sonnant plus comme un moment de divagation dans un lieu qui fait faux et qui manque de rythme dans sa composition pour une œuvre qui est immanquable si vous souhaitez vous faire mal au crâne, tant on sent que personne n'y croit et que surtout rien n'a réellement de sens, de logique ou simplement de justesse. Et puis surtout, et c'est cela le problème, Jean-Claude Van Damme n'est pas bien utilisé et ne parvient même pas à jouer correctement avec sa personne, sans compter qu'à côté de lui, Michael Youn est paumé, envoie des vannes ridicules au visage du spectateur, sans prendre le temps de se demander si elle marche en fait. C'est littéralement une catastrophe sur quasiment tous les tableaux en plus. Un autre genre d'action qui sonnait lui plutôt comme accrocheur. Disons que si le précédent que je viens d'évoquer sonnait comme mauvais dans sa base, pour ce qui est de celui-ci, on pouvait se dire que l'équipe à la base avait de quoi surprendre, avait de quoi donner lieu à une œuvre tout de même forte, tout de même sincère dans sa proposition, avec un pitch plutôt accrocheur, quoique cliché. Rodolphe Loga a clairement du mal à transformer l'essai avec Ad Vitam, car on sent que même si l'auteur a envie de nous emporter dans son récit d'action, le plus gros défaut étant tout simplement que le film n'est pas un long métrage d'action, tout du moins durant une bonne heure, et que le reste du temps le cinéaste a du mal à clairement rythmer cela. Après, on sent que le film est touchant, voire même assez attachant dans la peinture de son groupe de personnages, mais ce n'est pas vraiment ce que l'on attendait d'un tel projet à la base, malheureusement. Après, Guillaume Canet est plutôt efficace dans le rôle titre, même si on sent que dès le moment où il doit aller un peu plus loin dans l'émotion, l'acteur peine à être pleinement convaincant, pourtant une partie du film sur ses épaules, mais manquant tout de même un peu de charisme. Cela reste divertissant dans l'instant, mais rien de plus. Il y a des histoires vraies qui sonnent tout simplement comme folles. Que ce soit simplement parce que le contexte, les personnages ou la teneur dramatique de ce qui s'est passé marque profondément le spectateur, ou que ce soit plus artistiquement parce qu'un cinéaste décide de construire une œuvre d'une certaine manière pour donner lieu à un moment de cinéma qui sonne comme atypique et fort. Dans un classicisme assez évident, Walter Salles fait de Je suis toujours là un moment de cinéma terriblement impactant et fort, qui donne lieu à une aventure émotionnelle bouleversante, un film qui ne sonne jamais comme très surprenant quand on connaît le réalisateur brésilien, mais qui marche par la justesse créative avec laquelle l'auteur comprend les Païva, choisit de raconter leur histoire par le point de vue d'une mère, créant un lien fort et assez génial entre le spectateur et elle, pour un moment où la justesse du visuel donne de l'impact à un ensemble clair, mais très efficace.
Et puis, surtout, le long métrage doit beaucoup à la performance tout en subtilité et en justesse de Fernanda Torres, l'actrice se donnant corps et âme pour faire vivre cette mère, le temps d'une œuvre dont elle ressort clairement comme le plus grand atout. Une œuvre belle, forte, classique, mais très efficace. Créer du mystère avec quelque chose de simple n'est pas toujours une chose aisée pour un auteur. Il y a des genres qui se prêtent facilement à cette idée que l'on peut jouer avec beaucoup d'éléments au cœur d'un film, permettant tout aussi bien d'amener des surprises que de simplement donner une certaine ampleur à une œuvre qui sinon aurait pu sonner comme un peu trop facile. Elise Otzenberger a clairement souhaité convoquer beaucoup avec Par amour, allant tout aussi bien chercher du côté de Jeff Nichols, une référence parfois un peu trop voyante, qu'un pathos très appuyé pour donner à cette fresque humaine étendue des instants de suspense qui tiennent assez bien la route, mais qui font que l'on a tout de même la sensation que le long métrage qui se pose devant nous est un poil balisé dans son genre, donnant presque par moments l'impression d'avancer de façon linéaire sans réellement chercher à nous surprendre. Après la présence en tête d'affiche d'une Cécile de France clairement très investie dans son rôle, donne une certaine ampleur dramatique à ce moment de cinéma dont elle ressort clairement comme un atout majeur et où l'on a l'impression que l'actrice prend réellement plaisir à jouer cette mère attachée et attachante. Si ce n'est pas surprenant, c'est tout de même assez convaincant. Il n'est pas simple de parler de cinéma. Dans le sens où un auteur, si tant est qu'il souhaite parler de sa passion et de son amour pour le 7e art, tout en cherchant à également construire et développer une œuvre qui soit aussi bien une fiction qu'un essai pur autour de l'impact du cinéma dans la culture, risque forcément de rencontrer un mur de création ou d'interprétation. Avec son Spectateur, Arnaud Desplechin développe un film qui marche sur son idée de base, soit tenter de construire et de développer un essai autour de l'impact du cinéma sur sa vision et sa passion de l'idée de création, mais qui se perd également dans une certaine surinterprétation de tout cela, au cœur d'une œuvre qui se métamorphose par instant en une caricature qui manque de relief, qui manque de finesse et qui manque de justesse quant à ce qu'il souhaite réellement raconter. Après, que ce soit en fiction ou en essai, le cinéaste sait se reposer sur les bons éléments pour donner lieu à quelque chose de passionnant, même si on sent que par moments, l'auteur veut un peu trop jouer sur une carte auteuriste et finalement, contrairement à ce qu'il souhaite toucher, pas assez proche des spectateurs de son titre. Cela reste un intrigant bout de 7e art, mais qui manque clairement de finesse et surtout d'ouverture d'esprit. Alors là, ce bashing de l'espace, je l'ai pas vu venir. À la base, j'étais parmi ceux qui étaient fortement intrigués par ce projet de cinéma assez audacieux sur le papier, voire même assez culotté quant à ce qu'il cherchait à mettre en relief et à construire par le biais de cette réinterprétation étonnante et dynamique d'un classique de la littérature avec une bonne dose de sauce féminine. Houda Benyamina ne parvient pas forcément toujours à être juste avec son tout pour une, mais clairement, elle ne livre pas le film que tout le monde évoque comme étant une énorme erreur créative et cinématographique, la cinéaste proposant une vision punk et assez jubilatoire du classique de Dumas, le temps d'un moment de cinéma qui est clairement à mi-chemin entre plein de références, allant de Ricci en passant par Tarantino, mais surtout, on sent avant tout que la cinéaste a voulu s'amuser avec cette proposition pour emporter le spectateur dans un vrai délire, pas toujours subtil, mais clairement divertissant. Ce côté divertissant, d'ailleurs, elle le doit beaucoup à l'alchimie évidente qu'il existe entre les 4 actrices principales, Oulaya Amamra en tête, secondée avec brio par Wazani, Lukumwena et Pataxia, celle-ci formant un quatuor de tête de métrage explosif et terriblement jouissif. Alors, qu'on soit clair, c'est loin d'être une réussite totale, mais je dois avouer que j'ai trouvé ça plutôt fun. Celui-là, sur le papier, ça sonnait vraiment comme une bonne idée d'horreur bien fun. On sent que depuis maintenant une bonne petite dizaine d'années, en tout cas dans le cinéma américain, se démocratise une vision assez singulière de l'horreur, celle-ci cherchant tout aussi bien à jouer sur l'angoisse d'une proposition terrifiante que sur un décalage de l'horreur qui amène une forme de satire et d'humour très rafraîchissant. Drew Hancock nous propose avec son Companion une œuvre assez détonnante dans son genre, un film qui joue avec le style, avec les tons, avec les idées, avec les envies, qui par moments se plante tout de même un peu dans la construction de son horreur, mais réussit dans une forme de comédie satirique qui me rappelle beaucoup Megan, notamment dans son décalage entre la situation de base et le cheminement de ses héros, le temps d'un projet de cinéma qui est très efficace, même si malgré tout cela reste un peu long. Et dans le genre, le duo de tête d'affiche que forment Jack Quaid et Sophie Thatcher donne vraiment beaucoup d'énergie à ce moment de cinéma, lui commençant clairement à bénéficier du charisme et du sourire de son père, et elle parvenant à très bien jouer avec ce que le spectateur attend de son personnage. Ça manque de finesse, mais ça reste clairement un bon petit délire bien divertissant et bien barré aussi.
Bon, il y a des auteurs qui, parfois, comment dire ça subtilement, se perdent un peu. Des auteurs que l'on aime, voire que l'on apprécie énormément, et qui font que lorsque l'on voit leur nom sur l'affiche d'une œuvre de cinéma, fait que l'on est tout de même intrigué par le projet, même si parfois on peut se douter que ce qui va prendre place devant nous ne va pas forcément être à la hauteur de nos attentes. Mais malheureusement, avec son Vous êtes cordialement invité, je pense que Nicolas Stoller est allé un peu trop loin dans son idée de délire potache autour du mariage, genre qui semble bien revenir à la mode, mais quand on sait que le cinéaste a déjà exploré ce genre avec philosophie et tendresse par le passé, il est évident qu'ici, l'œuvre qui se pose devant nous est terriblement fade et facile, et même s'il y a une propension à pousser le délire loin, le metteur en scène se perd dans un moment de potacherie qui manque de finesse et surtout de justesse. Bon, et après, le duo que forment Reese Witherspoon et Will Ferrell en tête d'affiche est plutôt efficace, elle étant détonnante dans ce genre et lui offrant une performance décalée à la hauteur de ce que l'on connaît de l'acteur, mais les deux ne surprenant quasiment jamais tout du long du métrage. C'est un délire, un peu trop facile dans sa catégorie, surtout de la part de ce cinéaste. Le voyage fut long, mais riche. On a vu beaucoup de choses ce mois-ci, il y avait vraiment des longs métrages en tout genre, de délires complètement barrés, allant de choses beaucoup plus classiques, voire des choses très décevantes. J'espère que vous y avez trouvé votre compte, bravo à vous si vous êtes allé jusqu'à la fin de ce rattrapage très conséquent de janvier. Je sais pas si février sera plus léger, parce que j'ai déjà commencé à remarquer qu'il y avait beaucoup de sorties, donc on verra bien. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.